Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Super, allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Aymeric Roborel de Climins. Tu es affineur de whisky français. Bonjour Aymeric. Bonjour Louis-Marie. Écoute, je suis très content d'échanger avec toi aujourd'hui autour de ton parcours et puis autour de ton projet qui est vraiment très intéressant. Peut-être pour débuter directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu as d'abord évolué dans le monde des vins, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai commencé ma carrière après des études d'œnologie que j'ai effectuées à Bordeaux, dans le monde du vin pendant une petite vingtaine d'années, où j'ai eu diverses fonctions, essentiellement dans le monde de la production viticole à Bordeaux, sur Saint-Émilion et dans le Médoc, voilà, avant de me lancer dans cette nouvelle aventure whisky. D'accord. Et quelle a été ta première découverte d'un spiritueux? On imagine que tu dégustais quand même très souvent du vin. Est-ce que tu as toujours aussi aimé les spiritueux ou est-ce qu'il y a eu un moment, une découverte qui t'a fait un peu, je dirais, basculer dans cet univers-là? Alors en fait, j'ai toujours gardé un contact avec le whisky, qui était de loin mon spiritueux le préféré, et ça, grâce notamment à des oncles et tantes dans ma belle famille qui étaient assez amateurs. Et donc, mais finalement, ce qui m'a fait basculer et m'intéresser particulièrement au whisky français, c'est une dégustation de gin, euh, et dans une dynamique de de comprendre ce qu'était l'univers du craft français. J'ai finalement découvert qu'il y avait une filière naissante, alors ça date de 2017, dans l'univers du whisky français. Et, euh, et finalement, c'est ce gin qui m'a mis en relation avec le craft français, et puis finalement avec une filière qui pouvait avoir un sens assez agricole, puisque on est lié à des produits agricoles que l'on fermente, que l'on distille et que l'on transforme. Et c'est ça qui m'a donné envie de plonger dans le monde du whisky français et de m'y intéresser très sérieusement en 2017. Voilà. D'accord. Et donc tu t'y intéresses en 2017 et ensuite ce qui te fait franchir le pas, il y a un déclic ou c'est un projet que tu as maturé, je dirais, longtemps et que tu as lancé petit à petit, où il y a vraiment eu un déclic où tu t'es dit, allez, je me lance, c'est parti. D'une certaine manière, je dirais, je quitte un peu le monde du vin pour aller vers celui des spiritueux et du whisky français. Oui, je pense que ça s'est fait à la fois sous la forme d'un déclic, qui s'est formalisé autour justement d'éléments assez techniques de compréhension dont on fait le whisky, et notamment sur cette technicité toute écossaise de n'utiliser que des fûts d'occasion, et finalement que l'ADN du whisky, et donc du whisky écossais, hein, par référence ultime, résidait pour une bonne part, et pas en totalité, mais pour une grande part, dans le type de fût qu'on utilisait. Et donc finalement, créer, imaginer de créer des whiskies en leur donnant la saveur de fûts de vin qu'on pouvait trouver sur son chemin. Euh, c'est ce qui m'a permis de me sentir à l'aise dans un projet qui allait me faire quitter le salariat, me lancer dans un nouvel univers, celui des spiritueux, sans complètement renier ce sur quoi j'avais basé un certain nombre d'années
de ma vie et sur lequel j'avais forgé une formation, un réseau, etc. Et donc voilà, c'est cette combinaison un peu de ce lien finalement entre les produits qui m'a permis de me sentir en confiance et de partir dans ce projet de whisky et spiritueux. D'accord. Et alors dans ce projet-là, tu as choisi toi une voie qui est celui de l'affinage, donc tu es affineur de whisky français. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se cache derrière ce terme d'affineur? Alors là encore, hein, c'est l'inspiration de ce qui existait, notamment en Écosse. Quand j'ai étudié plus en profondeur la filière, il m'a semblé assez clair que l'univers des spiritueux se partageait entre les distilleries d'un côté, qui produisaient Mhm. pour leur compte et sous leur marque, et des embouteilleurs indépendants qui s'avéraient être, pour les plus célèbres, des maisons qui possédaient des fûts et qui les travaillaient sur la durée. Et donc, quand j'ai compris qu'on pouvait exister dans cet univers sans forcément posséder un champ d'orge, une malterie, être brasseur, etc., je me suis dit que légitimement, je me sentirais plus à l'aise dans la phase de transformation qui consiste à récupérer des distillats sortis d'alambic, les élever, les maturer, les affiner pendant la période nécessaire, légale, de 3 ans, voire plus, jusqu'à la mise en bouteille, et que c'est sur ce segment-là du fil de production que j'avais les compétences acquises dans le vin les plus légitimes, que je me sentais en capacité de me projeter dans une création de produits. Et c'est pour ça que j'ai plutôt choisi ce terme d'affineur, parce que l'idée a été au-delà d'apporter une transparence claire sur ce que je fais, c'était justement de dire aux gens, ben voilà, mon métier, c'est pas d'être distillateur, malteur, stockeur de fûts. Moi, mon travail, ma valeur ajoutée dans cette filière, c'est justement de transformer le whisky par mon travail et mon mariage entre des eaux de vie et du bois, jeune, moins jeune, usagé, ayant contenu des vins. Et c'est ça qui va donner du goût et une identité à mes produits. Et ce que j'espérais au démarrage, c'est qu'elle ait une identité propre et distincte, justement par ce travail d'affinage. Voilà. Ok. Et donc quand tu t'es lancé en tant qu'affineur, il a fallu trouver déjà des eaux de vie, des whiskies à affiner. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà, je sais pas, une idée précise peut-être du style de d'eau de vie que tu avais envie de travailler? Est-ce que tu as fait un tour de France des distilleries pour un peu voir quelles étaient les nuances? Comment est-ce que ça s'est passé déjà peut-être sur ce produit de base qu'est l'eau de vie que tu travailles derrière? Oui, alors un tour de France dans une certaine mesure, parce que quand je me suis intéressé à cette filière, bon, assez vite, je me suis rendu compte que à l'époque, et c'est toujours encore un peu vrai aujourd'hui, les distilleries étant en capacité de produire pour eux, mais pour d'autres affineurs, embouteilleurs comme moi, étaient pas si nombreuses que ça. Et donc, finalement, en faisant un triangle entre Cognac, la Bretagne et l'est de la France, hein, à cheval entre l'Alsace et la Lorraine, euh, j'ai assez rapidement eu une vision, alors peut-être pas globale et exhaustive, mais voilà, significative de ce qu'il était possible à l'époque de trouver comme type de jus blanc, et ce que ces jus donnaient aussi avec un peu de vieillissement. Euh, Puisqu'il était possible de goûter aussi, j'ai pu goûter aussi les jus vieillis de ces différentes distilleries. Et finalement, mon choix s'est porté sur des distillats alsaciens, je dirais pour deux grandes raisons qui se valent tout autant l'une que l'autre. Il y a une part humaine, hein, toujours dans les rencontres qui est importante, hein, les affinités, le feeling, ça compte beaucoup. Euh,
Mais pour parler produits, j'ai beaucoup apprécié le profil des distillats qui sortaient de cette maison EP avec qui je travaille. Je trouvais que c'était des jus particulièrement fruités et particulièrement, j'allais dire, doux ou soyeux dans leur texture. Et je pense que mon palais, encore à l'époque peu aguerri aux spiritueux finalement, surtout aux spiritueux en élevage, aux spiritueux jeunes, euh, a été particulièrement sensible à cette douceur ou cette délicatesse. Euh, et ça correspondait bien à l'idée des whiskies que j'imaginais vouloir faire, à savoir voilà des produits que je voulais plutôt fruités et assez ronds, voilà assez enrobés, voilà. Mhm. Ok, donc il y a cette première partie-là qui est purement sur je dirais, la sélection déjà de l'eau de vie, du jus, et puis après, il y a un axe qui est extrêmement important dans ton travail, c'est celui d'aller sélectionner en France des fûts de vin pour affiner ces whiskies. Et ça, je dirais à peu près la même question. Est-ce que tu avais déjà des idées de type de fût à aller chercher? Je sais que tu travailles beaucoup autour des cépages. Comment est-ce que tu as vraiment développé ce volet-là de ton métier d'affineur? Alors là, je dirais que c'est la partie presque qui a été le plus facile et le plus évident pour moi. Assez rapidement, quand je me suis rendu compte que donc l'usage des fûts de vin se pratiquait un petit peu dans le monde des whisky. Très vite, j'ai vu la carte de France des vignobles et des cépages s'ouvrir devant mes yeux. Et très naturellement, je me suis dit, oh là là, mais il y a une multitude de choses. Et puis, notamment, des grandes régions sont sorties. Alors, bon, bien sûr, j'ai pensé à ma région d'origine, euh, les vins rouges, mais bien évidemment les liquoreux de Sauternes. Et puis à émerger les régions du sud dans lesquelles on fait beaucoup de vins doux naturels, à Banyuls, Rivesaltes, le Jura avec ses vins oxydatifs assez particuliers. Et puis j'allais dire les différentes régions de production de vins liquoreux. J'ai cité Sauternes, mais il y a la vallée de la Loire avec les Layons, les Quarts de Chaume. Et en fait, assez vite, voilà, je me suis dit, bon, il y a sans doute plein de combinaisons possibles, euh, sans forcément savoir exactement si toutes allaient fonctionner, mais j'avais quand même un a priori très positif en me disant, bon, bah, manifestement, d'autres ont déjà utilisé de temps en temps certains fûts de certains vignobles. J'avais Je me disais que potentiellement tout devait pouvoir fonctionner dans la mesure où on allait gérer correctement euh, le sourcing des fûts, la qualité des vins qui ont été contenus dans les barriques, et puis les temps de contact, des températures, des soutirages, enfin voilà un certain travail de suivi dans le chai que normalement on devrait pouvoir dans tous les cas euh, pouvoir gérer un mariage heureux. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Un mariage heureux. Et ce mariage heureux, j'imagine qu'il a nécessité quand même beaucoup de travail et d'expérimentation. Déjà pour définir le temps, je dirais, optimal d'affinage. Peut-être que certains cépages marchaient mieux que d'autres, certains fûts tiraient peut-être plus que d'autres. Il y a eu, j'imagine, une montée en compétences importante. Comment elle s'est passée sur toutes ces expérimentations pour arriver à ta gamme de produits aujourd'hui? Ça s'est fait de manière progressive et totalement empirique. Euh, la, la démarche a été vraiment de tenter des expériences de tout type. Mais c'est vrai que ça n'a pas été sans surprise, la plupart du temps bonne. Mais typiquement, une de mes cuvées aujourd'hui, j'allais dire phare de ma gamme, qui est cette finition en fût de Sauvignon, ça a été une vraie découverte dans la démarche. C'est-à-dire que pour le coup, quand j'ai commencé à faire mes premiers élevages dans ces fûts de vin blanc sec, j'avais un a priori de me dire que probablement ça allait pas faire de mal, mais j'imaginais mal comment euh,
ces arômes assez délicats de vin blanc, fruités et floraux, allaient pouvoir prendre le pas sur un whisky que j'imaginais plein de force et de tempérament. Bon, et finalement, je me suis rendu compte très rapidement que finalement l'intensité fruitée de ce cépage se retranscrivait avec beaucoup d'intensité dans le whisky, euh, à tel point qu'avant le premier embouteillage, j'ai eu un temps presque d'hésitation en me disant est-ce qu'on va finalement reconnaître un whisky derrière tout ce fruit. Bon, je suis allé au bout du projet et je regrette pas parce que c'est sans doute une de mes cuvées les plus originales, toute proportion gardée, hein, mais et je trouve qu'il définit bien l'univers que j'essaye de créer ou de reproduire à chaque fois que je fais des embouteillages. Voilà, cette intensité de fruits. Euh, et puis finalement, cette expérience du Sauvignon m'a montré à terme que finalement les fûts de vin blanc étaient souvent, à mon sens, les plus évidents à marier avec le whisky et que l'aromatique des vins blancs, la faiblesse en tanin, l'acidité faisait que c'était que des éléments améliorateurs pour le whisky. Et que, à contrario, le travail des fûts de vin rouge pouvait se montrer plus délicat. D'accord. Et aujourd'hui, en termes de maturation, on imagine aussi qu'il y a un temps passé dans le fût qui est aussi différent. Alors peut-être effectivement déjà sur le fait qu'on ait des cépages blancs ou des vins rouges qui puissent servir. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que chaque cuvée a, je dirais, un temps de maturation qui lui est propre, ou est-ce que tu t'es rendu compte que globalement, je sais pas, au bout de X mois, il y avait un mariage qui se faisait pour l'ensemble de tes whiskies? Alors, il y a plusieurs paramètres. Un point important et qu'on n'a pas évoqué, c'est que ce travail avec les fûts de vin, il est postérieur c'est une deuxième maturation. Il Oui, est postérieur d'abord à une première maturation et qui est primordiale. C'est une étape, c'est d'ailleurs l'étape longue dans le vieillissement où aujourd'hui les whiskies que je propose vont avoir entre 3 et 4 ans, mais les 2 premières années et demie, pendant une trentaine de mois, finalement on travaille d'abord le whisky dans des fûts qui n'ont pas contenu de vin, avec un apport un peu de bois neuf, d'accord. dans un pourcentage variable aux alentours d'une vingtaine de pourcents, mais et puis les 80% restants étant des fûts qui ont déjà contenu des whiskies, donc qui sont ce qu'on appelle des fûts roux, des fûts qui sont un peu lessivés au whisky, donc qui sont des contenants, on va dire, relativement neutres. Mhm. Mais c'est ce travail préalable qui permet au whisky quand même de gagner pendant quelques années une petite patine. Les tanins issus des barriques neuves jouent un rôle primordial pour structurer l'eau de vie, euh, lui donner une patine qui va accroître un peu sa texture un peu soyeuse, son volume, et je pense qu'il crée aussi un support finalement, parce que les tanins qui sont libérés, c'est des molécules qui, on le sait, dans le vin, fixent la couleur et des arômes. Dans le whisky, on a nettement moins de littérature, mais on peut imaginer que le processus est un peu équivalent. Et tout ça pour dire que finalement, le temps d'affinage dans les fûts de vin reste dans la plupart des cas une opération de finish qui va être du coup relativement courte. D'accord. Et aujourd'hui, sur mes cuvées permanentes, on est dans des temps de finish qui varient à peu près, j'allais dire, entre 6 et 12 mois. Euh, Finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y avait un phénomène assez exponentiel dans l'extraction des arômes qu'on va récupérer dans un ancien fût de vin. Et donc, il se passe en général beaucoup de choses pendant les 3 premiers mois, 3, 4 premiers mois, et qu'après on est arrivé à un niveau plateau où l'évolution était plus lente. Ceci étant dit, c'est plus ou moins vrai selon la saison. D'accord. Aujourd'hui, mon chef de vieillissement se situe à proximité de la distillerie avec qui je travaille. On est en Alsace.
dans un chai assez mal isolé et dans un climat continental. Donc c'est des eaux de vie qui euh, descendent dans des températures très basses l'hiver. On enregistre parfois quelques degrés dans les eaux de vie au cœur de l'hiver. Et en revanche, l'été, les températures montent assez haut, particulièrement cet été, mais on peut dépasser les 22, 23 degrés, parfois un peu plus en fonction des endroits dans le chai. Et il est évident que 3 mois au milieu de l'hiver ne correspondent pas à 3 mois entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc il y a aussi des phases d'extraction qui peuvent être très intenses à des moments et un peu moins à d'autres. Voilà. D'accord. Ce qui demande de veiller constamment sur tous ces fûts pour vraiment savoir au bon moment à quel moment tu vas embouteiller ou arrêter effectivement cette extraction. Donc ça demande, je dirais, de les chouchouter constamment. Oui, oui. Alors après, la méthodologie, pour le coup, là, est assez simple. Il faut goûter ces produits le plus régulièrement possible. Euh, et donc, je dirais au maximum tous les 2 mois. Bon, ça varie en fonction des plannings, de déplacements et tout un tas de circonstances. Mais voilà, un peu dans l'idée, je pense que dans l'année, j'ai au moins, à minima, au moins 6 temps forts de dégustation globale, systématique de chaque fût, qui peuvent être de temps en temps intercalés de dégustations plus courtes et plus précises sur d'autres. Parce que pour être tout à fait précis, aujourd'hui, j'ai pas des milliers de fûts, mais j'en ai à peu près 150 en vieillissement. Donc D'accord. une séance globale de dégustation, euh, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Mais l'idée plutôt de le concentrer sur un temps restreint, sur une journée, parce que pour être vraiment baigné dans un moment de dégustation et d'analyse. Mais ça c'est un travail de contrôle un petit peu nécessaire et régulier auquel vient s'ajouter un moment des préparations de mise un peu plus précis où là pour être euh, plus aiguisé, on va se concentrer sur quelques échantillons, une dizaine, une quinzaine d'échantillons d'un lot ou de 2 lots pour venir travailler avec plus de finesse que quand on fait un scan complet qui est tout aussi nécessaire, mais voilà dans une optique un peu plus de suivi au long cours. Au long cours, ouais. Et je me souviens avoir dégusté chez toi un whisky qui avait maturé dans des amphores. Donc là, on est sur un autre type de contenant. Est-ce que c'est quelque chose que tu approfondis? C'est des expérimentations? Pourquoi est-ce que un jour tu es venu à sélectionner des amphores? Comment est-ce que ça s'est passé et pourquoi? Alors ça c'est justement la partie qui me lie toujours à ce monde du vin et qui rempli de joie. D'ailleurs dans ce projet il y a plein de facettes, mais finalement depuis que je travaille dans le whisky, je crois que j'ai jamais autant visité de vignobles français. Parce que une partie du travail consiste à aller chercher des fûts et donc de rencontrer des vignerons qui vont comprendre le métier que je fais, du coup me proposer des fûts qui vont être adaptés et puis même un peu plus, c'est-à-dire comme je mentionne toujours les vignerons, les domaines viticoles qui finalement me fournissent les fûts, il y a sur mes étiquettes, il y a vraiment une espèce de collaboration. Une entente qui doit exister. Et du coup, ça passe quand même à un moment par une rencontre humaine. Et lors d'un de ces déplacements dans la Loire, je suis tombé sur Jérôme Bretodeau qui m'a dit tout simplement qu'il avait pas de barrique en ce moment à me proposer sur des chenins
que je recherchais, mais que en revanche, il avait utilisé récemment des petites amphores de terre cuite pour des vinifications de vin rouge, mais qu'il allait s'en séparer parce que elles étaient trop poreuses pour ces vins, donc trop oxygénantes, et qu'il allait passer sur d'autres types d'amphores et que bon, celle-là il n'en avait plus besoin. Et donc voilà, c'est finalement une opportunité, une rencontre qui m'a permis de récupérer ces deux amphores de grès et sans trop savoir vers où j'allais. L'idée était d'essayer de stocker en finish, plus qu'en élevage, vraiment, du whisky dans ces amphores. Et donc là, on était dans l'expérimentation totale. Et en même temps, qui était peu engageante parce que c'était deux petites amphores de 150 litres, donc il n'y avait pas des volumes très conséquents à mettre en œuvre. Mais ça a été particulièrement riche d'instructions parce que il s'est avéré que ces amphores étaient en effet très poreuses. On a eu un taux de consume par évaporation, voire même par suintement par certaines zones de l'amphore assez important, mais qui fait que au bout d'une dizaine de mois, je crois que c'est à peu près 10 mois, il a semblé que le whisky qui avait été contenu dans ces amphores avait particulièrement vécu. Alors, j'étais déjà convaincu, ou en tout cas sensible au fait que l'oxygène avait un rôle important dans les spiritueux. Le travail des soutirages et tout ça me semble primordial pour faire vieillir, évoluer, maturer les whiskies. Mais là, j'en avais finalement une preuve un peu complémentaire par un autre biais que le contact des eaux de vie et de l'oxygène joue un rôle majeur. Et la cuvée a été très appréciée et il s'est avéré que entre 10 mois avant et 10 mois après, il semblait qu'il y avait un phénomène assez qualitatif de patine. Et donc, pour parler de l'avenir, l'idée c'est de les réutiliser. Alors pour l'instant, depuis que j'ai fait cette cuvée, les enfants sont restés vides, mais j'ai le projet dans mon prochain chai dont on parlera peut-être tout à l'heure, je vais ouvrir dans la région bordelaise, de les re-remplir à nouveau et d'essayer de suivre peut-être encore d'un peu plus près ce qui se passe dedans. Voilà. Quand je dis d'un peu plus près, il y a la dégustation, mais peut-être quelques suivis de paramètres analytiques pour voir D'accord. si on voit quelques paramètres bouger. Voilà. Oui, de poursuivre dans cette expérimentation finalement quand même. Oui, exactement. Ok, peut-être, je dirais que ça nous fait une passerelle vers ta gamme. Aujourd'hui, ta gamme, tu as une gamme permanente, et puis ensuite elle est complétée par des éditions éphémères, c'est bien ça? Oui, exactement. L'idée, c'est d'avoir un socle fixe de 3 à 4 cuvées qui sont un peu les identités que j'essaye du coup maintenant de reproduire avec le plus de robustesse, de fiabilité dans le style, la couleur, le goût, pour que les fidèles s'y retrouvent. Et en même temps, pour, je dirais, dynamiser cette gamme, pour exploiter tout le potentiel que nous offre le vignoble français, j'ajoute tous les ans entre 2 et 3 embouteillages particuliers en plus petite quantité, en bouteilles numérotées, des cuvées qui ont vocation à être plus annuelles, voilà. Et aussi proposer, si possible, des profils assez marqués, assez intenses, à la fois par le type de vin utilisé et parfois aussi par les degrés de réduction choisis pour avoir des effets un peu de concentration et d'intensité, voilà. Aromatique. D'accord, ok. Et peut-être effectivement maintenant pour terminer sur ton projet, tu nous parlais un peu du développement de ce que tu allais faire à l'avenir.
as un peu teasé en parlant d'un chai. Quels sont tes grands projets et où est-ce que tu te vois dans ces années à venir? Alors, pour parler donc de ce projet de chez l'idée qui est en train de se mettre, qui est plus qu'une idée maintenant, puisque j'ai trouvé sur la commune de Saint-Émilion une ancienne carrière de pierre, comme il y en a beaucoup dans ce vignoble, pour venir y entreposer une partie de mon chai dans un premier temps, pas la totalité, et ainsi courir après plusieurs objectifs, mais peut-être deux principaux me viennent. Moi, d'une part, c'est d'avoir une unité de production plus près de chez moi. Mhm. Habitant Bordeaux, Saint-Émilion, c'est voisin et c'est un peu plus près que l'Alsace. Et ensuite, venir expérimenter aussi un autre type de local de stockage. On lit souvent que l'humidité, les variations de température, on parlait de l'oxygénation à l'instant, sont des paramètres qui influent le vieillissement des eaux de vie. Là, dans ce site assez particulier, qui est à la fois hautement humide et soumis aussi à des variations de température euh, relativement significatives, grâce à sa situation géographique, eh bien, je compte un peu creuser et essayer de comprendre ce qui va se passer entre les eaux de vie qui vieillissent dans le Grand Est et le même type d'eau de vie qu'on va faire vieillir ici dans le Sud-Ouest, au milieu du calcaire à Astérie. Voilà. D'accord. Encore de très très beaux projets de développement qu'on te suivra de près. Et puis ça permettra aussi de faciliter un peu les discours qu'on peut avoir là aujourd'hui ensemble sur justement le travail d'affinage. L'idée, c'est de pouvoir auprès de professionnels ou d'amateurs en tout cas venir faire découvrir ce que tu soulignais tout à l'heure, ce métier d'affineur. Qu'est-ce que c'est exactement? Là on en a parlé, mais je pense que venir toucher du doigt et puis déguster des eaux de vie à différents stades de leur vieillissement sera de nature à étayer mon propos. Oui, clairement. C'est une expérience tout autre et c'est sûr que ça permet de mieux saisir effectivement tout ce savoir-faire que tu déploies dans l'affinage de tes whiskies. Euh, Exactement. ok, alors écoute, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore trois petites questions. Euh, pour commencer, quel est ton spiritueux préféré en dehors du whisky? Ah, c'est une bonne question. Qui me, qui m'interpelle un petit peu, mais je crois que, en tout cas aujourd'hui, si je devais faire un choix, je m'orienterais peut-être peut-être vers le Calvados en fait. Euh, Parce que je suis pas un grand buveur de Calvados, mais j'avoue avoir eu l'occasion il y a quelque temps de goûter une vieille eau de vie de Calvados. Alors vieille, d'ailleurs, il n'y avait pas de compte d'âge, mais enfin, elle semblait avoir un niveau d'affinage assez abouti et, euh, et j'avais trouvé l'aromatique fruitée typique des Calvados très très délicate et je me suis dit que c'était voilà que c'était de belles eaux de vie euh, ces Calvados voilà qui restent des consommations assez modestes en France malgré tout et chez moi en particulier mais D'accord. Est-ce que il y a une dégustation que tu as fait où tu t'es pris vraiment une claque et tu t'es dit waouh, là je découvre quelque chose vraiment d'extraordinaire. Euh, eh bien, pour remonter un peu aux sources de mon projet, il y a une dégustation que j'ai eu l'occasion de faire chez
un caviste de la région bordelaise là qui est très bien équipé en cuvées de whisky rares, en tout cas qui sont pas communes. Et j'ai eu l'occasion de goûter un embouteillage indépendant de chez Gordon et MacPhail, vieilli dans des fûts de Haut-Brion, sur une eau de vie dont je ne sais plus exactement l'âge, ça devait être spécifié, mais j'ai perdu cette info. Mais on était probablement sur des whiskies d'une quinzaine d'années, à peu près 10-15 ans. Et c'est surtout voilà ce goût assez spécifique de cette finition en fût de vin rouge que j'ai trouvé bonne, voire très bonne, qui m'a tout d'un coup envoyé une grande lumière en me disant mais c'est merveilleux, si avec nos grands vins de Bordeaux on fait des grands whisky, enfin ça m'a rempli d'enthousiasme et de confiance par rapport à ce qu'on allait pouvoir faire ici en France demain avec des whiskies français. Voilà. Ok. Et ça a été un moment sympa. On imagine. Et le mot de la fin, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier d'affineur ? Il y a pas mal de choses qui me plaisent, mais je crois que s'il y avait un mot qui devait ressortir, il y a le côté un peu créativité et liberté. Je crois que le plaisir de pouvoir finalement inventer des produits comme ça, enfin toute proportion gardée, mais voilà, d'avoir un champ des possibles assez libre et puis de pouvoir le décider sans avoir à je dirais en référer à qui que ce soit, si ce n'est à répondre à une envie, à une curiosité, et puis parfois une opportunité de rencontre de vignerons, etc. Ça c'est assez enthousiasmant. Et voilà, c'est vraiment éprouver un sentiment de créativité, de liberté qui est sympa dans un métier, voilà, quel qu'il soit. Super. Bah, écoute, Émeric, un grand merci pour ce moment. On suivra avec intérêt tout ce futur développement et découvrir les nouvelles cuvées que tu nous prépares. Merci. Merci Louis-Marie pour cet échange. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.